Bienvenue à ce nouveau numéro d'Allo Docteur. Le monde a célébré dimanche 4 février la journée mondiale contre le cancer. Cette année, la campagne vise tout particulièrement à améliorer les connaissances générales de la population sur les cancers et à battre en brèche les idées fausses à propos de cette maladie. Je reçois donc sur ce plateau le professeur docteur Bienvenu Leboisé Massamba, il est directeur du Centre national de lutte contre le cancer en République démocratique du Congo. Bonjour docteur, professeur, Bonjour. merci de nous faire cet honneur d'intervenir sur les plateaux d'Allo Docteur. Bonsoir madame et merci de l'opportunité que vous me donnez de parler à la population congolaise. Et voilà docteur, pourquoi une journée mondiale contre le cancer? Eh bien voilà, une journée mondiale, là c'est la 20e journée, c'est instauré par une agence internationale, Union internationale contre les cancers, pour chaque fois rappeler aux décideurs que la communauté ou la société civile devra bénéficier d'un traitement entre guillemets spécial, particulièrement visant les cancers, parce que souvent les cancers est considéré un peu comme une maladie, un mauvais sort. Donc il y a des idées reçues. C'est comme ça que depuis 1993, donc 20e édition, on a lancé en fait cette journée pour sensibiliser. Voilà, s'il faut peut-être donner une définition, c'est quoi les cancers? On va faire peut-être simple. Le cancer, c'est une maladie causée par une multiplication anormale des cellules dans l'organisme. Parce que quand nous naissons, il y a chaque fois multiplication des cellules pour pouvoir tenir les organes dans les limites. Mais lorsque cette multiplication est anarchique et anormale, ça va entraîner ce qu'on appelle une multiplication anarchique, donc un désordre avec des masses dans l'organisme, et ça entraîne les cancers. Donc, de façon simple, cancer égale multiplication anarchique des cellules dans l'organisme. Et quels sont les facteurs de risque? Des facteurs de risque, il y en a beaucoup, mais grosso modo, il y a deux grands groupes de facteurs de risque. Donc, il y a d'un côté des facteurs, tout ce qui est lié à la composition, donc à l'hérédité, à la composition génétique de chacun de nous, donc le bagage qu'on a reçu de deux parents. Donc, il y a des prédispositions que nous recevons, nous héritons de nos parents par rapport au cancer. Et deuxième grand groupe, c'est des facteurs environnementaux. Quand on dit facteurs environnementaux, c'est tout ce qui nous entoure. L'alimentation, la pollution autour de nous, les effets de tout ce qu'il y a autour de nous, phénomènes naturels ou pas. Donc, bref, il y a deux grands groupes. D'une part, des facteurs liés à notre hérédité, d'autre part, des facteurs liés à l'environnement. C'est la somme de ça qui fait déclencher le cancer chez certaines personnes. Et quel est aujourd'hui les taux de mortalité liés au cancer dans le monde et puis en République démocratique du Congo, d'abord dans le monde et puis en RDC? Oui, dans le monde, de façon générale, je vous dirais qu'il y a plus ou moins 19 millions de personnes, des cas diagnostiqués chaque année. Et on perd plus ou moins, de façon globale, plus ou moins la moitié, 10 millions environ de gens qui meurent. En RDC, on n'a pas encore les registres nationaux, mais les statistiques, les projections qui sont faites, je prends que le Globocam de 2022, environ 48 millions 400 des cas de nouveaux cas de cancer et 34 839 de personnes qui meurent, environ sont ça 14%. Donc une personne sur 7, sept personnes sur 10 atteintes de cancer meurent en RDC. Alors qu'ailleurs dans le monde, c'est 2 personnes sur 10 qui meurent. Vous voyez, donc chez nous, il y a un problème, il faudra absolument qu'on fasse quelque chose pour pouvoir éviter les morts liées au cancer dans notre pays. Et quels sont les types de cancers les plus rencontrés en République démocratique du Congo? Bon, s'il faut suivre les statistiques hospitalières, c'est-à-dire ma spécialité à moi, parce que moi je suis pathologiste, donc spécialiste dans le diagnostic de cancer. Et s'il faut suivre les statistiques des malades qui nous consultent ici, on a premièrement le cancer du sein. Il y a 10 ans, 20 ans, c'était les cancers de col de l'utérus, mais depuis environ, dans la dernière décennie ici, c'est les cancers du sein
qui est des cancers le plus souvent diagnostiqués. J'ai dit bien diagnostiqués, donc parmi les malades qui nous consultent. Deuxièmement, c'est les cancers du col, de l'utérus. Et 3, c'est le cancer de la prostate, suivi du cancer colorectal, donc des intestins. Et ensuite, les cancers du foie et les autres cancers. Mais les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus, à eux deux, c'est plus de la moitié des cas des cancers en RDC. Pour dire que les cancers féminins, c'est très fréquent dans notre pays. Et ici en République démocratique du Congo, la prise en charge, ça s'organise comment? Bon, vous avez annoncé, vous m'avez présenté comme le directeur du Centre national, donc l'équivalent du programme national de lutte contre les cancers. Donc la lutte s'est organisée sur le plan, j'allais dire, étatique, gouvernemental, officiel, à partir du 7 novembre 2020. C'est à cette date-là que l'arrêté ministériel est sorti, créant le CNLC et nommant les animateurs. Et donc j'ai été choisi pour animer ça. Donc, qu'est-ce qui est fait depuis 2020? Le CNLC existe depuis novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a fait beaucoup, peut-être pas encore beaucoup. Et beaucoup parce que déjà, on a eu à avoir des normes, c'est-à-dire nous avons un cadre organique validé par les VPM, donc la fonction publique. Nous avons déjà, sur papier, fait un peu tout ce qu'il faut pour permettre au ministère des tutelles, le ministère de la Santé, de prendre un arrêté interministériel pour conduire les comités de pilotage des projets avec Roche pour lutter contre les cancers. Et nous avons aujourd'hui plus de 5000 cures de médicaments pour lutter contre les cancers dans nos entrepôts. Et on a plus de 1000 cures de radiothérapie. Et vous allez me demander, mais on ne le sent pas. C'est parce que le cancer étant une maladie... Parce que les traitements coûtent cher, c'est onéreux. Oui, c'est onéreux, ça coûte cher, c'est vrai, mais le gouvernement a mis des moyens pour que nous puissions... Parce que quand j'ai dit nous avons, c'est pas que nous avons sorti l'argent, c'est l'État qui a acheté pour que le CNLC puisse mettre ça à disposition de malades. Donc là, vraiment, c'est l'occasion de dire merci les chefs de l'État qui n'a pas hésité, les chefs du gouvernement, le Premier ministre et notre ministre de tutelle qui nous accompagnent pour que nous puissions avoir ces médicaments-là à travers les contrats avec Roche. Et nous avons eu la radiothérapie grâce au centre Nganda, le docteur Solo. L'État a contracté, donc a eu un contrat avec lui, et lui, il a mis son centre à la disposition du CNLC dont les malades passent, mais c'est l'État qui paye. Donc ça coûte cher, c'est vrai, mais aujourd'hui, l'État participe à environ 90% ou 90% de frais que les malades devaient payer. Mais c'est payé par l'apport de l'État en termes de médicaments, en termes de radiothérapie. Aujourd'hui, on va vers les examens gratuits. On a déjà une machine et on va démarrer ces programmes d'ici là. Pour les cas du cancer des seins, les cancers du col de l'utérus, on voit très souvent des campagnes, comme on dit, des dépistages gratuits. Mais je ne sais pas, pour les autres formes de cancer, est-ce qu'on peut également arriver à ça? Oui, on finira par arriver. C'est vrai que pour les cancers du col et du sein, je vous ai expliqué, ces deux types de cancers-là, ça constitue plus de la moitié des cas de cancer diagnostiqués. C'est comme ça qu'on devait d'abord s'attaquer à ça et puis ça rejoint un peu la vision du chef de l'État de la couverture santé universelle. Vous savez, il a déjà d'abord mis l'accent sur la gratuité de maternité et de prise en charge des nouveau-nés. Donc, pour rejoindre un peu cette vision, nous avons voulu faire une campagne, c'était le 19 octobre dernier, gratuité de dépistage du cancer du col, gratuité de dépistage du cancer du sein. C'était ici chez nous aux cliniques universitaires et chez Mutombo Dikembe, et on a eu environ 1500 patientes et les statistiques, on va les communiquer. Donc, les campagnes que nous faisons orientées vers les cancers de la femme, c'est pour ces raisons-là. Mais d'autres campagnes vont venir orienter vers les dépistages d'autres types de cancers, notamment les cancers colorectaux, notamment les cancers du foie. Pourquoi pas? C'est vrai que les cancers de la prostate, les campagnes ne sont pas vraiment recommandées. On pousse les individus d'un certain âge, les hommes de plus de 50 ans, d'aller voir l'urologue pour pouvoir vérifier s'ils ont un problème ou pas avec la prostate. Et voilà, s'il faut parler de la prévention, quels sont les gestes à poser justement pour prévenir le cancer?
Oui, c'est vrai que quand vous dites prévention, prévention pour nous les scientifiques, c'est un gros mot parce que prévention, c'est l'ensemble des mesures pour éviter la survenue d'un événement. Mais il y a plusieurs types de prévention, 5 types, hein, de primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire et quelques. Mais je vais rester un peu dans les trois premiers types. La prévention peut être primaire, ou elle est dite primaire lorsque nous prenons des mesures qui évitent que les individus entrent en contact avec un agent qui peut déclencher le cancer. C'est notamment par la vaccination. Vous savez, les cancers du col, c'est causé par un virus qui se transmet par les contacts sexuels non protégés, les human papillomavirus. Et on a le vaccin contre ces virus. Donc, vacciner les jeunes filles avant d'avoir les premiers rapports sexuels, c'est les protéger contre le développement du cancer du col. Est-ce que ces vaccins sont déjà mis à disposition? Oui, les vaccins existent, mais nous sommes en fait, pour parler avec les autorités et puis les autres programmes, notamment PEV, Programme élargi de vaccination, et PNSR, et Programme santé scolaire, pour voir comment déclencher cette vaccination. Mais au courant de l'année 2024, vous allez avoir des informations. On va déclencher certainement la vaccination contre ce virus qui est responsable du cancer du col. Vous voyez, ça c'est la prévention primaire. Mais quand on fait le dépistage, c'est-à-dire on va vers les individus qui sont supposés être en contact avec ce qui peut causer les cancers et nous vérifions s'il y a déjà des lésions qui vont devenir les cancers, ça s'appelle prévention secondaire. Et quand on pose le diagnostic, on traite à temps, on est dans le dépistage, la prévention tertiaire. Donc, les mesures préventives, ça dépend de quel niveau on se situe. Mais pour la prévention primaire, c'est qu'on demande aux gens, la première des choses, c'est avoir la bonne information. Et pour avoir cette bonne information, il faut aller vers les experts que nous sommes. Nous dirigeons un organisme SP, donc, qui est là comme expert dans la lutte contre les cancers, dans tout ce qu'il y a comme mesure à prendre, la lutte contre les cancers. Donc, c'est le CNLC qui doit diffuser le message pour aider la population à éviter tout ce qu'il faut pour ne pas entrer en contact avec les agents qui causent les cancers. C'est l'occasion que vous nous donnez de dire à la population qu'il y a moyen d'éviter un certain nombre de cancers, notamment les cancers du col, comme je viens de dire, par la prévention, l'information. Les cancers du sein, il n'y a pas un virus, il n'y a pas une cause connue, un agent connu. C'est plutôt, il faut absolument faire ce qu'on appelle de dépistage pour éviter qu'une masse qui est petite aujourd'hui puisse demain envahir tous les seins. Donc, poser les diagnostics à temps pour que nous puissions sauver des vies. Les autres cancers, la prostate la prostate, je vous ai dit, il n'y a pas de dépistage de masse. Le dépistage, c'est individuel. Des hommes de plus de 50 ans, il faut voir l'urologue. Il va vous dire, donc il va faire les examens de sang, et vous examiner la prostate, le toucher. Et puis, pour les colorectales, c'est des mesures que nous allons annoncer un peu plus tard. Donc, on fera les tests hémocultes essentiellement pour voir s'il y a des sangs dans les selles ou pas, pour dire que l'individu est suspect du cancer du col, du cancer du colorectal ou pas. Donc, bref, les mesures de prévention, je vais dire, c'est au cas par cas. Ça dépend de quel type de cancer. Tous les cancers ne bénéficient pas de même type de mesures. Mais il y a quand même des mesures de façon un peu standardisée. C'est éviter d'abord l'alcool, parce que l'alcool, quel que soit les types de cancers, l'alcool, c'est un facteur déclenchant. Donc l'alcool, la prise d'alcool, ceux qui prennent souvent l'alcool sont des gens qui peuvent développer facilement un certain nombre de cancers. Pas que le foie, même les cancers du sein, l'alcool potentialise. 2, c'est le surpoids, l'obésité, prendre du poids. Les surpoids, ce n'est pas une bonne chose. Quand quelqu'un doit rester dans les normes par rapport à sa taille et à son poids, et s'il dépasse, s'il est en surpoids, ce n'est pas bien parce que la graisse ou les graisses font que les certains nombres de cancers se développent. Cancer du sein, cancer de la prostate, cancer colorectal. Et 3, bien sûr, c'est l'alimentation. Il faut éviter de manger n'importe quoi. Vous allez me dire, bon, les gens n'ont pas d'argent, ils vont manger bio comment? Manger que du bio, éviter tout ce qui est surgelé. Et vraiment, faire un effort de manger proprement, d'éviter tout ce qui peut être entrer en interaction avec les corps humains, surtout les produits chimiques, et bien sûr éviter la cigarette, éviter l'alcool, éviter des graisses animales pour ne pas faire beaucoup de poids,
Voilà les quelques mesures, un peu de façon qui visent tous les cancers, mais de façon spécifique, on pourra aller lors d'autres émissions, de voir des mesures, des préventions pour différents types de cancers. Mais on sent que la population n'est pas suffisamment sensibilisée autour des questions du cancer. Oui, la sensibilisation, nous avons l'obligation morale, les CNLC, de sensibiliser la population par rapport à un certain nombre de cancers. Mais vous savez, quand on sensibilise, c'est-à-dire on pousse les gens à se faire dépister. Et quand on dépiste, on va avoir des cas positifs. La logique, l'éthique voudrait qu'avant de commencer la sensibilisation, il faudra avoir déjà les centres où on va traiter les gens. Parce qu'en sensibilisant, les gens vont venir à l'hôpital, vont se faire dépister, on va trouver des gens avec des cancers, il faudra absolument les traiter, parce que c'est vous qui avez poussé à ce qu'ils viennent. Donc, c'est comme ça que nous, je ne dis pas qu'on ne sensibilise pas par main, on essaye d'aller au cas par cas, donc organe par organe, pour éviter d'avoir trop plein de gens qui viennent, alors pour l'instant, on n'a pas encore tous les moyens qu'il faut pour traiter tous les malades, parce qu'on est conscient qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cancers, mais ils n'ont pas l'information. Mais la sensibilisation, nous avons l'obligation morale de la faire, mais vraiment au cas par cas. C'est-à-dire comme là, on a sensibilisé pour les cancers du sein et du col. Demain, on pourra le faire peut-être pour la prostate. Et puis demain, on pourra le faire pour les foies. Et voilà. Mais s'il faut sensibiliser pour tous les cancers au même moment, on aura beaucoup de gens malades que nous ne saurons pas soigner, ce qui ne sera pas bon pour les autres. Voilà. Est-ce qu'on peut guérir du cancer? Oh, bien sûr. Ce qu'on a vu ailleurs, donc là on était formé, et en France particulièrement aux États-Unis, c'est 80% environ du cancer guérissable. Donc un cancer, donc 8 cancers sur 10 guérissent, 10 personnes ont les cancers, 8 vont continuer leur vie 5 ans après. Chez nous, c'est l'inverse, donc 7 personnes et 10 personnes qui ont les cancers, 7 meurent. C'est seulement 3 qui guérissent. Pourquoi? Parce que le diagnostic est posé en retard. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour soigner correctement le cancer. Mais on guérit le cancer, on a des anciens malades de cancer qui sont vivants. Le CNLC fait des émissions avec ces gens et on pourra peut-être les amener vers vous pour que la population les voie. Mais justement, comment faire pour inverser ces tendances? Très souvent, les malades sont toujours diagnostiqués en retard. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour inverser ces tendances? C'est la raison d'être du CNLC, c'est la raison d'être de l'interview d'aujourd'hui, c'est la raison d'être de tout ce que nous faisons depuis qu'on existe. Il faudra effectivement passer à la population des informations qui vont aider la population générale à prendre conscience que, mais attention, l'attitude de tous les jours, ma façon de manger, ma façon de vivre, ma façon de, j'allais dire, de boire, mes fréquentations, et vous voyez, peuvent m'exposer, toutes ces façons-là, toutes ces modes de vie peuvent m'entraîner de maladies chroniques, par exemple l'hépatite chronique, B ou C, et demain faire un cancer du foie. Vous voyez, donc c'est des informations qu'il faut distiller à la population. Et plus la population aura ces informations, c'est-à-dire l'immersion des informations dans la population, plus les gens prendront conscience, moins on aura des gens qui ont le cancer. Mais au stade d'aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, au moment où on vient de créer les CNLC, on est conscient que la grande majorité de la population congolaise n'a pas l'information et que malheureusement, beaucoup de gens sont déjà entrés en contact avec des agents capables, susceptibles de causer le cancer. Donc nous devons aujourd'hui, c'est vrai, mettre les curseurs sur la sensibilisation, mais il faudra aussi rechercher, soigner des gens qui sont déjà malades, parce qu'il y en a beaucoup. C'est un peu ça, c'est comme ça que nous avons eu l'idée d'avoir d'abord les médicaments et les outils pour soigner. Les médicaments qui sont gratuits. Le médicament que l'État donne gratuitement, tu vois, des médicaments. Je vais te dire, par exemple, contre les cancers du sein, l'État a acheté la dernière invention de médicaments qui coûte normalement 18 000 € la cure. Mais nous donnons ça gratuitement aux malades qui ont ce type de cancer du sein. Parce que les cancers, on les soigne par type. On ne soigne pas les cancers de façon générale, on soigne les cancers selon la forme, les types et même les sous-types des cancers. Et ça, aujourd'hui, les CNLC arrivent à le faire parce que l'État nous a donné des moyens, nous a doté des médicaments et c'est pas encore suffisant parce qu'on va dire 5 000, mais sur papier, on a environ 50, 40 000 malades, mais on a déjà l'outil, le médicament, je peux le confirmer, les médicaments sont gratuits et dans des centres liés et mis en réseau par les CNLC. Donc, clinique universitaire, hôpital de la police, Carlo Fongola,
Nganda, centre hospitalier Nganda, clinique Ngaliema normalement, et puis les CHUR, donc les centres hospitaliers universitaires et la Renaissance, dans ex-Mamaemo, et puis à LASC, l'hôpital L'Amitié sino-congolaise en Djili. Ce sont là les centres qui sont en réseau, donc qui collaborent avec les CNLC. C'est là où on peut trouver des médicaments contre les cancers. Voilà, peut-être une petite question sur les cancers des seins. Est-ce que la mastose peut évoluer vers un cancer des seins? C'est quoi la mastose? Bon, mastose, c'est un gros mot, les gens ne vont pas comprendre. En fait, il y a plusieurs maladies, plusieurs lésions qui, une fois déclenchées, sont potentiellement, peuvent avoir le potentiel de devenir les cancers, parmi lesquels il y a effectivement pas que la mastose fibrokystique, qu'on appelait jadis maladie des reclus. Donc, quand on vous diagnostique les lésions au niveau du sein, on dit, ah, vous avez une mastose fibrokystique, donc ce qu'on appelait maladie des reclus à l'époque, vous deviez être suivi. Je ne dis pas que vous allez, toutes les femmes avec des mastoses fibrokystiques font forcément le cancer, mais elles ont courent plus de risques de développer le cancer par rapport aux autres. Donc, il y a au niveau du sein particulièrement des lésions, c'est-à-dire des changements du sein, des parties du sein qui peuvent, si rien n'est fait, entraîner le cancer. Et parmi ces changements, il y a une lésion qu'on appelle la mastose fibrokystique. C'est qu'on appelait il y a 15-20 ans la maladie des reclus. Et il y a deux variétés en fait de mastose simple et puis mastose floride, c'est-à-dire qui se multiplie. Quand on pose ce diagnostic-là de mastose, particulièrement les sous-types florides, il faudra que la patiente soit suivie un peu plus rapprochée, donc suivie régulièrement par son gynécologue, par son équipe d'oncologie. Et ça permet de dire, attention, ça commence à virer la malignité, on peut agir en enlevant totalement la masse ou les seins ou selon les cas. Donc, quand une patiente est diagnostiquée avec mastose, particulièrement les sous-types florides, il faudra absolument qu'elle soit suivie régulièrement pour éviter les déclenchements du cancer du sein. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement dans la lutte contre les cancers? Alors, les difficultés, il y en a tout plein. Le premier et la première, si vous voulez, c'est déjà les conditions de travail, parce que c'est un programme stratégique. Le Centre national de lutte contre les cancers, c'est un peu la fierté nationale. Chaque pays devra montrer comment il traite sa population, et particulièrement les femmes et les enfants. Donc, mettre en place des mesures de lutte contre le cancer, c'est une façon de prévenir, d'éviter le décès de beaucoup de gens et de donner de la valeur à ces populations. Donc, jusque-là, c'est vrai qu'on est content de ce que l'État a fait, mettre à notre disposition des médicaments à travers les contrats avec Roche et les fonds que l'État met à notre disposition pour acheter le médicament, mais il faudra que les conditions suivent. Et c'est l'occasion de dire merci, parce qu'on a, les budgets 2024, il y a une ligne pour le CNLC, pour la construction du CNLC. Bien que c'est une ligne encore un peu faible, mais vraiment nous remercions tout ce qui a été fait, donc toute la ligne, notre ministère qui a soumis ça au Premier ministre, et le Premier ministre a envoyé au Parlement, et le Parlement a adopté. Le CNLC a une ligne, le CNLC est marge du budget national 2024. C'est une très très bonne chose parce qu'on va enfin avoir un centre national en vrai. On va construire ces centres-là. D'autres difficultés, ça va venir. C'est vrai que nous sommes en train de suivre particulièrement les traitements du personnel. Donc, on a un cadre organique validé et il y a autant de gens qui devront être là, mais normalement, l'État devrait déjà les prendre en charge, c'est-à-dire les mécaniser pour qu'ils puissent être rémunérés chaque mois. Et bien sûr, ça reste difficulté d'ordre, je vais dire, logistique et puis surtout les personnels parce qu'on n'a pas toujours les spécialistes qu'il faut parce que la lutte contre les cancers est tellement hyper spécialisée qu'il faudra de médecins et des infirmiers, disons, tous les agents devront être hyper spécialisés. Un infirmier qui lutte contre les cancers doit être formé, au-delà de sa formation de base, devra avoir une formation supplémentaire. Un technicien des labos devra avoir une supplémentaire. Même les techniciens des surfaces, les cleaners, devront être formés, adaptés à des centres. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de très spécial. Et tous ces personnels, on ne les a pas encore, en commençant par nous-mêmes, par moi-même. Hein, nous qui posons le diagnostic, nous qui disons cancer ou pas cancer. Nous sommes que 25 pour toute l'étendue des... Vous voyez?
Il n'y a que 25 ANAPAD pour 26 provinces pour 100 millions d'habitants. Ce n'est pas normal. Et nous faisons, et nous faisons, Dieu merci, j'ai suffisamment d'assistants. Là, je parle comme chef de département d'ANAPAD, là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il y a carence du personnel Il y a carence qualifié. de personnel qualifié pour d'abord poser les diagnostics, ensuite traiter, ensuite suivre les malades, parce qu'après, un malade du cancer, quand il a le traitement, même si on a traité, on a enlevé, on a opéré, il faut qu'il y ait un suivi après. Quelqu'un qu'on enlève les seins, on ne les lâche pas comme ça. Il faut le suivre et demain, s'il est déclaré guéri, il faudra lui mettre une prothèse. Quelqu'un qu'on a amputé les pieds parce qu'il avait un cancer au niveau d'un pied, on ne les laisse pas comme ça. Il faut les suivre et quand on est sûr qu'il est guéri, il faudra une prothèse du pied. Vous voyez, donc la lutte contre les cancers a plusieurs, j'allais dire, sous-programmes là-dedans et c'est toutes ces difficultés-là parce qu'on n'a pas tous ces programmes avec nous et ça nous freine un peu, mais sinon, nous sommes très confiants et nous sommes très focusés vers, on s'est dit d'ici à 2030, on pourra avoir un programme qui pourra être la référence en Afrique noire. Voilà, on a vu beaucoup de financements être orientés, notamment dans la lutte contre le sida. Est-ce qu'il ne faudrait pas véritablement orienter des financements dans la lutte contre le cancer? Parce que là, c'est un véritable problème de santé publique. Oui, c'est effectivement ce que nous sommes en train de faire comprendre aux autorités. Il n'y a pas que ces urgences, ces épidémies-là. Je ne dis pas qu'il faudra tout enlever de la lutte contre le sida. Mon ami le directeur Mboyo va se fâcher contre moi, ou la lutte contre la tuberculose, Michel va se fâcher, ou d'autres programmes, notamment des urgences comme on a eu ici avec la Covid ou Ebola. Non, mais il faudra que les gouvernements doivent savoir que nous sommes aujourd'hui en pleine transition épidémiologique, c'est-à-dire les maladies transmissibles, tuberculose, tout ça, sont en voie d'être maîtrisées. C'est-à-dire on a mis en place des mesures qui font que la fréquence de ces maladies diminue, mais malheureusement, parce que l'homme vit mieux, l'homme vit un peu plus à l'aise, il dure plus longtemps et on voit apparaître les maladies non transmissibles, parmi lesquelles il y a des maladies cardiovasculaires, vous voyez des AVC et tout ça. Il y a les diabètes sucrés, qui est une maladie, voilà, des mauvaises, j'allais dire mauvaises alimentations, oui, des mauvais styles de vie. On ne vit pas bien en restant sédentaire. Et troisièmement, le cancer. Ces trois groupes de maladies, la cardiovasculaire, les diabètes sucrés et les cancers sont en train d'augmenter parce que l'homme vit plus longtemps, parce que les conditions de vie sont améliorées, parce que la médecine fait des progrès. Donc il faudra que le gouvernement tienne compte de cette transition épidémiologique et mette un peu l'accent, les curseurs, vers les maladies non transmissibles, et notamment le cancer. C'est cette raison qui a poussé, en fait, vraiment, on tient à remercier toute la ligne, toutes les autorités, pour faire en sorte que le CNLC, le Centre national de lutte contre le cancer, puisse avoir une ligne budgétaire dédiée à la construction des centres, dédiée à l'équipement de ces centres. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est déjà quelque chose qu'il faudra vraiment remercier toutes les autorités pour ça. Et voilà, puisque le 7 février, c'est également la journée mondiale de lutte contre les cancers du col de l'utérus, il faut dire un mot pour sensibiliser justement les Congolais par rapport à cette maladie. Oui, c'est vrai que le 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer en général, mais le 7 février, c'est la sensibilisation par rapport au cancer du col de l'utérus. Et là, je vais insister, les cancers du col de l'utérus, qui est en fait le deuxième cancer le plus diagnostiqué chez nous, selon nos statistiques hospitalières personnelles internes, c'est un cancer évitable. Parce que c'est démontré que 100% de cancers du col sont associés à un virus, des Human Papilloma Virus HPV, qui se transmet par des contacts sexuels non protégés. Et il y a des vaccins contre ces virus. Il y a même 3 types de vaccins, bivalents, tétravalents et non-avalents. Donc, il y a moyen d'avoir cet arsenal, ces outils, pour pouvoir, vacciner le 9 à 13 ans, parce qu'on avait déjà fait des planifications en amont, avant même que les CNNC soient nés, avec PNSR, il y a un peu plus autour de 10 ans. Donc, il y a les vaccins, on peut vacciner. Et 2, continuer à faire les dépistages pour que les femmes qui sont déjà en contact, qui sont déjà entrées en contact avec les virus, donc infectées par les virus, ne puissent pas développer les cancers en les recherchant grâce au dépistage. Donc, aujourd'hui, les CNLC et d'autres centres, de centres privés, j'allais dire, font des dépistages, font la recherche des HPV chez les femmes
ayant déjà contracté au moins un rapport sexuel non protégé. Et ces dépistages, on a eu à faire gratuitement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des centres privés, je ne vais pas les citer, qui les font. C'est une façon de pousser la population, particulièrement les femmes, à aller voir son gynécologue au moins une fois l'an pour rechercher ces virus. Ça, c'est vraiment une obligation pour les femmes en âge de procréer, qui ont déjà eu au moins un rapport sexuel non protégé. Elles doivent voir son gynécologue au moins une fois l'an. Ailleurs, ça se fait à partir de 25 ans. À partir de 25 ans, il faut, mais chez nous, on voulait faire un peu plus tôt, mais on va rester standard de 25 à 65 ans. Il faut voir son gynécologue et faire les tests et les détections des HPV. Si on vous diagnostique HPV positif, ce n'est pas alarmant, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des mesures à mettre en place pour que vous ne puissiez pas développer des cancers du col de l'utérus. Comme ça, vous serez consciente que non, j'ai les HPV, je peux développer le cancer des HPV à haut grade. Et à ce moment-là, on va vous suivre, on pourra même vous donner, prendre des mesures parfois radicales jusqu'à des interventions pour éviter cela. Donc, à la population générale, attention, les cancers du col de l'utérus, c'est quand même les cancers, le deuxième cancer le plus fréquent. C'est un cancer évitable parce qu'on a le vaccin, on a le moyen de dépistage et on peut donc poser le diagnostic à temps pour éviter que la mort survienne à cause de ces cancers-là. Et on a des médicaments, c'est vrai, mais vous savez, moi je n'aime pas trop parler de traitement de cancer parce que quand on pose le diagnostic du cancer, c'est que c'est tard. C'est qu'on est en retard par rapport au cancer. Il a pris de l'avance sur nous. Donc nous devons tout faire pour que les cancers ne se déclenchent pas. Quand les cancers se déclenchent, c'est que nous sommes en retard. Courir derrière les cancers parce qu'il va plus vite que nous, souvent c'est difficile de les rattraper. Donc faisons en sorte que nous puissions agir en amont, avant que les cancers ne se déclenchent. Il faut miser sur les dépistages. Viser les dépistages, viser la vaccination. La vaccination pour les jeunes, 9-13 ans, et les dépistages pour celles qui sont déjà entrées en contact mais qui ne sont pas encore malades. Mais si nous attendons les malades, c'est tard parce que quand les cancers se déclenchent, et souvent, dès que vous touchez, ça va plus vite que nous. Et comme on n'a pas tout, ça peut être effectivement fatal pour le malade. Et le 13 février, ça serait que nous, l'accent sera mis sur les cancers chez l'enfant. Les cancers chez l'enfant, c'est quoi la cause? Le 15 février. Le 15 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer pédiatrique, on dit comme ça. C'est quoi la cause? Vous savez, les tout jeunes, ça arrive souvent chez les moins de 5 ans. Disons les moins de 10 ans, vous voyez, ces innocents qui viennent. Et puis, la cause, la grande majorité, c'est génétique. C'est-à-dire qu'ils ont hérité des anomalies au niveau de leurs chromosomes de par leurs parents. Il y a aussi les virus, notamment l'Epstein-Barr virus, qui donne les cancers de la cavité buccale et puis de tout ce qui est organes internes, disons les viscères. C'est un virus qui se transmet par la salive, Epstein-Barr virus, qui donne les cancers chez les enfants. Mais de façon générale, le cancer de l'enfant, il y a une bonne part de l'hérédité. Il y a des causes environnementales, notamment les virus. Mais la bonne nouvelle, c'est que les cancers de l'enfant sont guérissables dans 80 à 90% des cas. Ce qu'on a vu ailleurs, des enfants qui font de cancer, c'est vraiment cancer, on met sous le traitement, et plus de 80% guérissent, 90% aujourd'hui, guérissent par exemple les cancers de rein, les néphroblastomes, c'est 95%, 98% dans d'autres pays, parce que le diagnostic est posé à temps, parce qu'ils ont des outils, ils ont des centres dédiés à ces cancers. Donc les cancers pédiatriques, c'est fréquent chez nous, mais sauf que c'est sous-diagnostiqué et sauf qu'on n'a pas suffisamment d'outils. Le CNLC appuie l'unité d'oncologie pédiatrique des cliniques universitaires qui travaille avec Alain Belim et qui travaille avec d'autres centres pédiatriques du pays pour prendre en charge les enfants ayant le cancer. Nous appuyons cette unité en donnant des médicaments, en donnant la radiothérapie que l'État nous a offert grâce à Nganda. Mais ce que nous devons faire, c'est nous mobiliser. La population devra se mobiliser en ce jour-là du 15 février pour d'abord, passer la bonne information aux gens. Attention, tel signe, c'est pas bon. Par exemple, les cancers, les rétinoblastomes, les cancers de l'œil. Un enfant de moins de 5 ans qui a un œil qui brille la nuit, il faut vite voir un oncologue pédiatre. Parce que cet aspect de l'œil de chat, là, c'est un signe que le cancer a commencé au niveau de l'œil de l'enfant. Vous voyez, un enfant qui a une grosse masse, il faut vite aller faire l'échographie. Au niveau du ventre, un enfant ne doit pas avoir un gros ventre, ne doit pas avoir de masse dans l'œil, c'est pas bon.
il faut consulter. Un enfant qui a une masse qui apparaît au niveau des joues ou un enfant. Donc, il y a, pour les cancers pédiatriques, vraiment, il faudra insister, il faut une bonne formation, donc passer les signes d'alerte aux mamans ou aux personnes qui sont avec les enfants pour pouvoir poser le diagnostic à temps, parce que dès que le diagnostic est posé à temps, les traitements mis en place, on a plus de chances de sauver les enfants. Chez nous, on a plus ou moins 50 à 60% d'enfants qu'on arrive à sauver quand même. Donc, on a des enfants qui ont fait le cancer et vivants. 5 ans après, ils sont encore là. Ici, en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les statistiques? Eh bien oui, j'ai dit entre 50 et 60, alors qu'ailleurs, on est, bon, avant c'était 30-50, mais on est quand même autour d'un enfant sur deux qu'on arrive à sauver. Avec le médicament, je crois qu'on pourra avancer. Parce que là, on a les médicaments depuis 2 ans que nous donnons gratuitement à l'unité d'oncologie pédiatrique. Donc, on va finir par sauver un plus grand nombre d'enfants avec cancer. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Peut-être un mot pour sensibiliser justement la population autour de cette question liée au cancer. Merci madame pour l'occasion que vous nous donnez ce soir, disons cet après-midi, de parler de cancer. Le cancer, ça reste l'une des maladies, j'allais dire, que l'on développe à tout âge, hein, de la tendre enfance jusqu'à chez les vieillards. Attention avec des idées reçues, dire que le cancer, c'est que pour une certaine catégorie des gens, maladie des gens riches, maladie des vieillards, que maladie des femmes, c'est pas vrai. Les cancers se développent dans le deux sexes, les cancers se voient dans toutes les tranches d'âge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le cancer? Un certain nombre de cancers, comme les cancers du col, j'ai dit, parce que c'est causé par un virus, donc on peut agir. On peut faire la vaccination, on peut arriver à faire les dépistages à temps et on peut donc prendre en charge parce qu'on a un médicament. Mais d'autres cancers, particulièrement les cancers pédiatriques, on ne sait pas pourquoi et ça se déclenche. Donc ce qu'il faut, c'est le diagnostiquer à temps et prendre en charge correctement pour donner la chance à ces personnes qui tombent malades d'être sauvées. Mais en RDC, depuis un peu plus de 3 ans, on a un organe dédié dans la lutte contre les cancers, c'est le Centre national de lutte contre les cancers que je dirige. Et ces centres commencent à avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien sa mission, c'est-à-dire arriver à sensibiliser la population correctement, arriver à faire les dépistages des différents types de cancers, arriver à poser des diagnostics corrects jusqu'au sous-typage des cancers pour choisir les traitements et arriver à traiter correctement tous les types de cancers qu'on a avec tous les différents types d'outils qu'on peut avoir, donc de médicaments, et il faut avoir des centres de chirurgie oncologique, il faut avoir la radiothérapie et pourquoi pas d'autres moyens un peu plus modernes, l'immunothérapie et on verra demain le PET scan. Et bien sûr, après, il faudra qu'on ait des centres de suivi de malades ayant été traités du cancer. Et tout cet arsenal, on ne les a pas encore pour l'instant, mais on commence quand même à avoir suffisamment d'éléments qui vont nous permettre de prendre en charge correctement. Et je termine en disant qu'on est très heureux d'avoir une ligne budgétaire officielle dédiée pour la construction du centre de lutte contre les cancers. C'est l'occasion de dire merci à toutes les autorités qui ont été impliquées pour que le CNLC soit comme ça sur les marges des budgets nationaux. Et ça va nous permettre donc de mieux organiser encore la lutte et que demain, nous puissions avoir un centre national fier, digne d'un grand pays comme la RDC. Voilà. Merci, professeur, pour toutes ces informations combien intéressantes. C'est également la fin de ce numéro d'Allo Docteur qui était consacré au cancer. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec les mêmes plaisirs. Au revoir. Au revoir.